Bonjour, aujourd'hui on va voir The Ministry for the Future de Kim Stanley Robinson. Le roman débute en 2025 avec une vague de chaleur létale dans le nord de l'Inde. C'est Uttar Pradesh. Je ne sais pas si ça se dit Pradesh ou Pradesh, c'est en dessous du Népal, où les températures humides dépassent la tolérance physiologique humaine. Dans une seule semaine, environ 20 millions de personnes meurent en une semaine. Frank May, travailleur humanitaire américain, est le seul survivant de sa communauté. Traumatisé par cet événement, Frank sombre dans la culpabilité et s'engage dans un activisme radical, convaincu que seule une action violente arrêtera le changement climatique. Pendant ce temps, à Zurich, les Nations Unies créent le ministère du futur pour défendre les intérêts des générations futures, comme s'il détenait des droits égaux aux vivants d'aujourd'hui. À sa tête se trouve Mary Murphy, qui est une diplomate irlandaise inspirée de figures réelles. Robinson cite notamment Mary Robinson et Christiana Figueres. Le récit se divise entre Frank et Mary. Mary navigue entre diplomatie, finance et science pour mettre en œuvre des solutions systémiques, la taxe carbone, les incitations économiques, la monnaie digitale, le carbon coin, la géo-ingénierie, tout en affrontant la résistance des élites financières et politiques. Frank, de son côté, rejoint un groupe d'éco-violents, les Children of Kali, qui commettent des attaques spectaculaires, des défaillances aériennes, des sabotages de cargos, de la contamination de bétail, pour forcer le monde à réagir. Il finit par retourner en Suisse, kidnappe Mary pour la confronter à la nécessité de l'action extrême. Mary lui reconnaît la légitimité morale sans l'envisager comme premier recours. Un second tournant survient lorsque le gouvernement suisse finance la mise en place du carbon coin et qu'une vague d'innovation s'ensuit. Crypto-monnaie écologique, infrastructures durables, géo-ingénierie en Antarctique et autogouvernance locale. Des attaques terroristes contre le ministère renforcent sa légitimité et incitent les banques centrales à adopter des politiques radicales. Au fil des décennies, les émissions de carbone diminuent. Frank est emprisonné, puis libéré, puis meurt d'un cancer. Mary se retire, laisse place à Badim Ahadour, qui est le chef du cabinet et cerveau présumé de la Wing Noire, l'aile noire, et vit une relation amoureuse avec Arthur Nolan, qui est le capitaine d'un dirigeable. Le roman se clôt sur une note optimiste en 2040, donc 15 ans plus tard, avec un zénith d'espoir lors du carnaval de Zurich. Si on analyse le roman, en fait Robinson emploie une structure polyphonique, c'est-à-dire l'alternance entre les récits de Mary et Frank, donc à la troisième personne, récits à la première personne d'anonyme, chapitres formes, des notes, des débats, poésie, témoignages, et des essais explicatifs. Cette variété renforce l'adéquation au sujet planétaire, multipliant les perspectives. Le climat difficile, et la fiction et le réalisme. Donc considéré comme une hard sci-fiction, c'est horrible. Le roman base ses solutions sur des technologies déjà existantes. La géo-ingénierie, la blockchain, les incitations financières. Le Carbon Coin s'appuie sur des propositions comme le Global Carbon Reward. Robinson ne se limite pas à la dystopie. Il propose un blueprint réel et tangible vers la durabilité. Enfin, les tensions idéologiques. Donc, le roman confronte l'éco-vigilance légale, incarnée par Mary, et l'éco-terrorisme radical des Children of Kali, et donc incarné par Frank. Robinson floute la frontière morale, c'est-à-dire que la violence terroriste, tout comme les actions illégales du Black Wing du ministère, semble formellement condamnées, et pourtant stratégiquement efficace. Il y a également une portée systémique et politique dans le roman. Il questionne le capitalisme, l'injustice intergénérationnelle et les inégalités structurelles, en montrant que le changement nécessite à la fois des actions radicales et la réforme des institutions. Robinson trace une vision post-capitaliste réaliste, avec un rôle central pour la finance et les États.
Donc on a plusieurs personnages principaux, donc, comme Mary et Frank, rapidement. Donc Mary, c'est une leader déterminée, une figure morale, une constructrice bureaucratique. Et Frank, donc, il est l'écho traumatique des crises climatiques. Et évidemment, il exerce une activité radicale. Si, juste intéressant, son évolution, de sauveur mort-vivant à prisonnier possédé par une rage, puis à conscience supposée de Mary, avant de s'estomper dans la mort. Pour finir, pour conclure, c'est un roman nécessaire, on va dire, combinant hard science, géopolitique, philosophie et fiction, pour offrir un manuel de survie climatique réaliste. Robinson réussit à allier le réalisme technologique et financier, avec le carbon coin, la géo-ingénierie, tout en questionnant les limites morales de l'action, l'écoterrorisme, la violence d'État, le sabotage. La tension entre députés légalistes et activistes extrêmes met en relief l'urgence morale d'une réponse planétaire. La force de ce livre, la dimension polyphonique, la crédibilité scientifique et la vision systémique capable d'imaginer la transition climatique comme un acte politique, économique, technique et moral. Son principal défaut, un énorme élitiste discursif, parfois plus centré sur les idées que sur l'émotion. C'est donc un roman exigeant, motivant, visionnaire, un outil de réflexion, une source d'espoir actionnable, mais aussi une invitation à questionner nos façons d'agir, individuellement et collectivement, face à l'urgence climatique. Ce n'est pas qu'un récit, c'est un laboratoire d'idéologie pour les décennies à venir. À bientôt.